manger dans cette histoire. Les amis, il fut un temps où Kinshasa s'appelait véritablement encore la Belle. Pas dans des chansons, seulement dans les yeux de ceux qui y vivaient autrefois. Nous l'avons connu, Kin la Belle. On ne jetait pas un papier par terre sans culpabiliser. On balayait devant sa porte le matin, comme on priait. C'était Kin la Belle. Un mot, une conscience, une obsession collective. Et puis un jour, la machine s'est grippée. Personne n'a sonné l'alarme. Personne n'a arrêté le dérapage. Et la Belle est devenue une poubelle. Alors, comment l'expliquer? Qui a fait ça? Pourquoi a-t-on fait ça? Voici, les amis, le premier chapitre d'or de ce que nous avons appelé autrefois Kin la Belle. Alors, le premier pilier du Kin la Belle, c'était d'abord une volonté politique. Kin la Belle, c'était une volonté politique visible, une volonté politique visible et incarnée. Donc, sous Mobutu, dans les années 70, la propriété de Kinshasa n'était pas une option. C'était un instrument du pouvoir. J'ai bien dit, un instrument du pouvoir. Et donc, premièrement, on parlait autrefois de la semaine de la propriété. Ça veut dire que chaque dernier samedi du mois, toute la ville s'arrêtait pour nettoyer. Les ministres, les généraux, les élèves, les commerçants, tous en tenue de travail, sous l'œil des caméras de la RTNC. Et puis il y avait les salongo, héritage mal interprété de la tradition. Mais très efficace psychologiquement, on ne se mobilisait pas pour un chef, on se mobilise pour la communauté. L'État canalise cette énergie. Et puis, les gouverneurs de la ville, des hommes à poigne, Sakombi Inongo, pour ceux qui connaissent, Bokele pour ceux qui connaissent, etc., qui savaient que leur carrière dépendait de l'état des caniveaux. Un gouverneur dont la commune était sale, était convoqué et peut-être limogé par Mobutu. Vous avez certains témoignages ici de certaines personnes d'autrefois, un ancien bourgmestre des années 80, qui disait ceci: le président pouvait débarquer sans prévenir à 6 heures du matin dans n'importe quel quartier. Si c'était sale, je devais démissionner dans la semaine. On vérifiait les poubelles, messieurs, on les ouvrait pour le vérifier. Le pilier 2, c'était évidemment les moyens logistiques réels. Pas que des discours, il y avait un moyen alloué pour ça. Et donc, les amis, contrairement à ce qu'on croit, le Zaïre des années 70-80 avait des moyens d'une capitale. En d'autres termes, en termes de camions-bernes, il y avait une quantité avoisinant les 400 à 500 camions. Et ces camions collectaient quotidiennement dans les 24 zones de Kinshasa. Il y avait également des balayeuses mécaniques. Il y en avait 50. Et leur usage, c'était plutôt les artères principales, boulevard du 30 juin, Huileries, etc. Il y avait aussi des incinérateurs, il y en avait 3. Leur usage, c'était la destruction de déchets médicaux et industriels. Il y avait également des décharges contrôlées. Il y en avait un à Njili. Leur usage, c'était le premier essai d'enfouissement technique. Et puis on avait des brigades, des sapeurs-pompiers, de la saleté, des équipes mobiles qui interviennent ou qui intervenaient dans l'heure sur un dépotoir sauvage signalé. Il y avait des ateliers de réparation. Chaque commune avait un garage
municipal pour entretenir son parc roulant. Les amis, ce n'était pas parfait. Il y avait une corruption légère. Les quartiers pauvres, moins bien servis, il y en avait. Mais le système tournait, les camions passaient, les caniveaux étaient curables. Les Quinois voyaient l'État agir. Troisième pilier, c'était une conscience collective intériorisée. C'était la clé de tout. Kin Label n'a jamais été une contrainte. C'était beaucoup plus une fierté pour les Quinois. L'école primaire, les élèves nettoyaient leur classe chaque matin. Les drapeaux, la prière, le ballet, 3 gestes indissociables, les drapeaux, la prière et les ballets. Il y avait aussi les chefs des quartiers. Évidemment, ici, nous parlons des notables élus ou nommés qui surveillaient les concessions. Une famille qui laissait ses ordures devant la porte était d'abord avertie, puis dénoncée à la police municipale. Il y avait aussi les commerçants. Les commerçants payaient une taxe spéciale pour avoir un bac à ordures devant leur boutique. Celui qui ne respectait pas perdait sa licence. Il y avait également la musique. Les musiciens, même les chansons, vantaient la propriété de Kin Label. Exemple, à rechercher Kin Label ou Salongo par un orchestre de l'époque. Les amis, à ce stade, nous comprenons quoi? La propriété n'est plus un service public. La propriété était un réflexe culturel, un marqueur identitaire. Les Quinois propres se distinguaient du sauvage, des campagnes ou des autres capitales africains jugées sales. Alors, pourquoi ça a marché? Et pourquoi c'était fragile aussi? Le facteur du succès, c'est la taille humaine. Il y avait à l'époque 2 à 3 millions d'habitants. La ville était encore contrôlable. Il y avait l'autoritarisme bienveillant sur le sujet. L'État pouvait sanctionner sans passer pour un dictateur parce que tout le monde était d'accord sur l'objectif. Les déchets étaient simples, pas de plastique à usage unique, pas de bouteilles, etc. De déchets d'eau et l'essentiel de déchets était organique. Des épluchures, des cendres ou recyclables localement, les verres consignés, ferrailles récupérées, etc. Et puis, il y avait une élite citadine. Ça veut dire que les cadres, les diplomates, les commerçants aisés imposaient les normes par mimétisme social. Être sale, c'était être pauvre dans sa tête. Et donc, le quinois était un quinois propre sur soi, bien lavé, bien nettoyé et bien parfumé. Ça, c'était la culture quinoise. Maintenant, la fragilité structurelle, la faiblesse, c'était la dépendance totale à la volonté du président. C'est le président qui a imposé ça. Bonjour camarades congolais patriotes. Bonjour mon ami Arnoald Touka. Donc c'est le président qui a imposé la propriété et comme conséquence, parce que c'est lui qui était l'impulseur, dès que Mobutu est parti ou s'est désintéressé fin 1980, tout a vacillé. Deuxième faiblesse, pas de budget autonome pour la ville. Par voie des conséquences, Kinshasa ne perçoit pas ses propres impôts. Tout vient de Kinshasa, donc de la politique. Troisième faiblesse, l'absence de citoyens formés à la gestion de déchets et a comme conséquence de ces non-formations, le technicien était des militaires ou des politiciens, pas des ingénieurs. Et puis, il n'y avait aucune décharge moderne et comme par voie des conséquences, la décharge de Ndjili était un enfouissement rudimentaire, pas un centre de tri. Et donc, les vers étaient dans le fruit. Kin Label reposait sur un homme, une génération, un type de déchet. Et quand ces 3 paramètres ont changé, la machine, évidemment, a explosé. Les amis,
ce que la mémoire collective a oublié et qui nous suivra par la suite. On va dire ce que les Quinois des moins de 35 ans ne savent pas. Les Quinois des moins de 35 ans ne savent pas. Il y avait des corbeilles publiques tous les 100 mètres dans le centre-ville. On ne le volait pas. Ils n'étaient pas volés. Les marchés des Gambela, Matongé, etc. étaient nettoyés 2 fois par semaine par des équipes municipales. Les rivières des Kalamu, des Yolo et d'Enjili n'étaient pas bouchées par des bouteilles en plastique. On pouvait les longer sans vomir des odeurs nauséabondes. On appelait Kinshasa la verte à cause des arbres, pas seulement à cause de l'équipe de football. Alors, c'est que le vieux Quinois ne veulent pas dire Kinlabel n'était pas. C'était aussi la peur. Ça veut dire, on nettoyait parce qu'on craignait la sanction, pas seulement par civisme ou par culture. Les quartiers pauvres, le Kingaboa, Massina, Kimbaseke, étaient déjà moins bien servis, mais la télé ne montrait que la Gombe. La propreté était un signe extérieur de la aérianité. Être propre, c'était être loyal au régime. La saleté, c'était une forme de protestation silencieuse. Et donc, un ancien agent municipal raconte comment on verbalisait une grand-mère qui jetait un trognon de mangue par terre. Avec les reculs, il en rit, mais il dit c'était violent, mais ça marchait autrefois. Et puis vient la fin de l'âge d'or, le prémisse de la dégradation. Nous sommes en 1998, 1990. 3 signaux faibles vont annoncer la décadence, la destruction de Kinlabel. Nous sommes en 1988. Première suppression des subventions au carburant pour les camions Berne. C'est un accord avec le FMI. Certains camions vont rester au garage par manque de carburant. Ça commence en 1988. Deuxième élément, nous sommes en 1989. Mobutu est affaibli par la chute du mur de Berlin et les premières sanctions, il ne parlait plus de Salongo ni de propriété. Les gouverneurs vont copier le silence de Mobutu et ils vont faire comme lui. Et en 1990, c'est la conférence nationale. Les journaux et radios ne parlent plus de démocratie, ne parlent plus que de démocratie, de droits de l'homme, de multipartisme. L'assainissement disparaît du débat public. Personne ne pose la question. Et nos poubelles, qui va les gérer? Qui va les gérer? Et donc, Kinlabel a tenu 20 ans, environ entre 1970 et 1990. Il meurt, Kinlabel meurt officiellement en 1981 lors du pillage. Mais son agonie, son enterrement commence en 1990 quand l'État cesse de regarder les caniveaux. Ici maintenant, le chapitre 2, nous allons raconter sa descente aux enfers, Kinlabel à Kin poubelle, en passant par Kin négligé. Les amis, nous avons compris que sous Mobutu, les choses allaient quand même très bien, mais à partir de 1988, les choses ont commencé à dégringoler. Alors, tout se joue en quelques jours. C'est que 20 ans de fierté avaient bâti, une poignée de semaines l'a réduit en néant. Le pillage de 1981 à 93 n'ont pas seulement vidé les magasins, ils ont vidé l'âme de la ville. Les camions Berne ont brûlé, les ateliers municipaux ont été saccagés et surtout une idée s'est effondrée. L'idée que l'État pouvait protéger quoi que ce soit, y compris la propriété. C'est là que commence Kin négligé. L'année 0,
Nous sommes en 1991. Le pillage qui tue une civilisation urbaine. Ce qui s'est passé factuellement en 91. En septembre 1991, des soldats mutins suivis de civils pillent des milliers de magasins, d'entrepôts, des bâtiments publics. La cible était tout ce qui a de la valeur, mais aussi tout ce qui sert au fonctionnement de la ville, les camions, les outillages, les pièces détachées, le carburant, les pneus, bancs à ordures métalliques revendus à la ferraille. Conséquence immédiate, la flotte des camions Berne de Kinshasa passe de plus de 450 à moins de 50 en état déroulé. 450 sur moins d'une année, nous descendons à moins de 50 camions. Alors, ce qu'on a oublié de dire à ce niveau-là, ce n'est pas seulement la logistique qui est détruite, mais c'est la confiance qui a été détruite. Ce qui disparaît, et ce que ça signifie, les ateliers municipaux disparaissent. Ça veut dire, plus aucun entretien possible, les camions qui restent tombent en panne l'une après l'autre. Ce qui va disparaître dans ce pillage de 91, les stocks de carburant disparaissent. La ville ne peut plus acheter des gasoils faute de budget. Les archives de taxes d'assainissement disparaissent. Plus aucun moyen de savoir qui payait. Les recettes vont s'effondrer. La peur de l'autorité, le pillage ont montré que l'État ne peut plus rien. Dès lors, qui aura peur de jeter un déchet par terre? Et donc, ça va devenir tout simplement une culture. Les amis, un témoignage d'un agent municipal à l'époque qui a vu brûler son garage. On regardait les camions flamber, brûler et on se disait, après ça, on ne pourra plus rien faire. On ne savait pas qu'on avait raison. Et puis, entre 92 et 94, c'est la transition chaotique. L'État regarde ailleurs. Pendant que la politique accapare toute l'attention, conférence nationale, lutte pour le pouvoir, sanctions internationales, personne ne s'occupe de poubelles. Et donc, les conséquences directes ici, les caniveaux vont s'engorger, plus personne ne les cure, les pluies de Kinshasa les transforment en égouts à ciel ouvert, vous avez de dépotoirs sauvages qui apparaissent, chaque quartier désigne un terrain vague comme décharge officielle, les riverains se plaignent, mais il n'y a pas d'alternative. Et en troisième élément, le premier collecteur informel. C'est eux qui vont complètement détruire, et nous allons le voir tout au long de notre live. Des jeunes se mettent à trier le déchet pour revendre le métal. Les bouteilles, les plastiques durs, sans cadre, sans protection et sans salaire. Les bourgmestres abandonnent complètement les villes. Sans camions, sans carburant, sans budget, beaucoup cessent même de faire semblant. Tout est laissé à l'abandon. Et puis vient la bascule psychologique, la plus importante d'ailleurs. Jusqu'en 1990, les Quinois moyens croyaient que la propriété reviendrait. À partir de 1993, il sait qu'elle ne reviendra plus jamais. Tout est parti. L'État n'est plus un acteur sur le terrain. L'État est devenu un spectateur. Parfois, l'État est devenu un prédateur. Les Quinois apprennent à se débrouiller seuls. Mais sur l'assainissement, se débrouiller seul signifie tout simplement jeter par terre et espérer que les pluies vont emporter ce qu'on a jeté. C'est à ces moments qu'apparaît ce que nous appelons l'identité de l'insalubrité. Les enfants de 5 ans, en 1993, n'ont jamais vu des camions Berne. Pour eux, les ordures sont un élément du paysage
comme les arbres, les nids des poules, etc. Donc c'est le décor, quelque chose de normal. Et en 1995 à 96, les fausses promesses, la première tentative de résurrection, le programme de ville propre sous Kabila père, très court, fin 95, sous l'impulsion de quelques bailleurs, Union européenne et Canada, achat de 80 camions Berne neufs, il y a une formation de 500 agents pour assainir la ville, une forme de rétablissement des taxes d'assainissement, et comme voie des résultats, en 6 mois, quelques communes, Gombe, Lingwala, retrouvent une propriété acceptable. Alors pourquoi ça a échoué sous Laurent Désiré Kabila? Guerre du Kivu en 96. Donc tous les budgets partent pour l'armée, les camions sont réquisitionnés pour les francs, vous avez également la corruption, plusieurs camions sont vendus à des opérateurs privés qui les utilisent pour les transports des marchandises. Vous avez aussi l'absence des pièces des échanges. Les garages municipaux sont toujours fermés d'ailleurs. Les moindres pneus crevés immobilisent un camion. Vous avez le manque de volonté politique. Kabila père ne parle jamais des propriétés. Il n'a pas de projet urbain. Donc, nous comprenons que sous Laurent Désiré Kabila, il y a une tentative pour redresser, apporter quelque chose, mais directement, ça s'est écroulé sous la guerre. Entre 1997 et 2000, l'enracinement du système mafieux, c'est la naissance de seigneurs de déchets. Là où beaucoup de Congolais n'ont pas du tout de perception, la naissance des seigneurs de déchets. Pendant que l'État se retire, les acteurs privés illégaux s'organisent. Qui sont-ils, ces gens-là? Ce sont des anciens militaires, ce sont des politiciens corrompus, ce sont des commerçants influents et parfois des bourgmestres. Comment ils opèrent, ces gens-là? Ils contrôlent les dépotoirs sauvages. Pour déposer un camion de gravats, une entreprise doit payer le chef de décharge. Vous comprenez? Il faut payer pour décharger votre marchandise ou vos déchets. Ici, c'est bien souvent des entreprises. Sinon, ces camions sont caillassés ou brûlés. Il faut payer. Et puis, quels sont les intérêts? Maintenir l'insalubrité. Plus les ordures s'accumulent, plus ils ont des pouvoirs sur les collecteurs informels et les entreprises. Vous comprenez? Plus l'insalubrité grandit, plus évidemment vous avez des lieux où les entreprises viendront jeter leurs déchets, et pour jeter le déchet dans ces différents lieux de déchets, il faut payer de l'argent. Vous commencez déjà à comprendre, je crois que vous commencez à comprendre. Donc, le business de déchets à Kinshasa, chiffre clé, à vérifier évidemment sur place, vous avez les contrôles d'une décharge sauvage. Qui les contrôle? Ce sont des mafieux locaux. Et ça coûte combien? C'est 2000 à 500 dollars par camion. 2000 à 5000 dollars par camion. Et puis vous avez les collectes informelles de déchets. Qui sont les acteurs qui collectent ces déchets? Ce sont des jeunes creuseurs, des jeunes, et les revenus mensuels estimés en 2000 de ces jeunes en question, entre 50 et 100 dollars de trimétal, plastique, etc. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et puis, vous avez de taxes municipales fictives ce sont des agents corrompus qui viennent taxer. Ici, c'est le variable sans service rendu. Ils collectent, ils prennent de l'argent et en fait, au final, ils ne font pas ce qu'ils devraient faire.
Alors, la mafia de déchets n'est pas une organisation centrale. C'est une multitude de petits fiefs. Chacun protège son territoire. Chaque quartier, chaque décharge, chaque marché a son propriétaire. Les démanteler un par un est impossible sans une volonté politique, je dirais une volonté politique brutale. Ce sont de niches dont les médias ne parlaient pas, mais il y a une véritable mafia du déchet et assainir la ville, c'est détruire le business des plus d'un. Les amis, en 1999, un enfant de 10 ans a connu quoi en 1999? Un enfant de 10 ans, ce que cet enfant n'a pas connu en 1999, un camion berne en fonctionnement. Ce que cet enfant a connu en 1999, l'état d'ordure qui brûle le soir, des fumées toxiques. Ce que cet enfant de 10 ans a connu en 1999. Ce que cet enfant n'a pas connu, c'est de caniveaux curés. Ils n'ont pas connu. Ce qu'il connaît, cet enfant de 10 ans, en 1999, les caniveaux obstrués, bouchés par des bouteilles plastiques. Ce qu'un enfant de 10 ans, en 1999, ce qu'il n'a pas connu des corbeilles publiques. Là, on va jeter des poubelles, des crasses, de saleté. Mais ce que cet enfant a connu, les enfants qui fouillent le déchet pour manger. Ce que l'enfant a connu, ce qu'il n'a pas connu, un discours présidentiel sur la propriété, cet enfant n'a pas connu en 1999, mais ce que cet enfant a connu, évidemment, en 1999, les politiciens qui promettent de lundi prochain. Alors, les conséquences psychologiques de cet enfant, c'est quoi? La normalisation de l'insalubrité. C'est comme partout. Non, non. Mais lui ne le sait pas, puisqu'il n'a vécu que ça, il n'a grandi que là. Ce que cet enfant va développer comme psychologie, une perte du lien entre ordure et maladie. Cet enfant ne fait pas la différence entre ordure et maladie. Et donc, les choléras, la typhoïde, les paludismes ne sont pas associés à la montagne d'immondices à côté de chez lui. Il ne fait pas l'association de ça. Il y a aussi l'absence de la honte. On ne peut pas avoir honte de ce qu'on n'a jamais connu. Cet enfant n'a jamais connu des propriétés. Il aura honte de quoi? Et donc, évidemment, même si je jette la poubelle, le camion ne viendra pas. Donc, ça ne sert à rien. Je jette où je veux. À la fin des années 1990, Kinshasa a totalement basculé. La propriété n'est plus un horizon, c'est un souvenir de vieux. Les jeunes Kinois ne rêvent pas d'une ville propre, ils rêvent de quitter Kinshasa, de partir là où l'herbe est mieux ailleurs. Voici le bilan, les amis. Ce qui a changé entre 1991 et 2000. Alors, en termes de logistique, avant 1991, Kinlabel, il y avait plus ou moins 400 à 500 camions bernes. Je dis avant 1991. Et après 2000, il y avait plus ou moins 30 qui fonctionnaient. Vous comprenez un peu la décadence? Avant 1991, en termes de collecte de déchets, c'était quotidienne. Ça passait tous les jours. Et après 2000, une fois par mois au mieux. Et avant 91, l'acteur central, c'était l'État. Et après 2000, les acteurs se sont multipliés. Vous avez en face de vous des prédateurs, des mafieux. Avant 1991, les citoyens contribuaient à la propriété. Ils étaient acteurs principaux.
C'était une culture. Être zaïrois, c'était la propreté. Être zaïrois, c'était le parfum, c'était s'habiller. Mais après, tout le monde s'est résigné. Les gens, après 2000, évidemment, se sont résignés. Tout est devenu différent. Le déchet organique recyclable, après c'était des plastiques massifs, etc. Et qui ont bouché de sorties d'eau, etc. Les enfants, avant 1991, apprenaient la propriété à l'école. Après 2000, ils apprenaient à survivre dans la saleté. Avant 1991, évidemment, la mafia était inexistante puisque l'État était présent. Et après 2000, ils se sont installés solidement, ils se sont enracinés. C'est la mafia que nous allons dénoncer ici tout au long de ces lives. Les amis, la ville a survécu, mais elle a changé de nature. Ce n'est plus une capitale qui se modernise, c'est une gigantesque zone de survie où les déchets sont devenus monnaie, pouvoir et identité. En l'an 2000, Kinshasa entre dans le troisième âge, Kin Poubelle, et cette fois, plus personne n'imagine qu'elle puisse en sortir. Chers amis, et puis vient l'heure des promesses creuses entre 2000 et 2018, de l'abandon organisé à la mafia consolidée. À l'abandon organisé à la mafia consolidée. Les amis, les années 2000 s'ouvrent sur un paradoxe. Kinshasa n'a jamais été aussi peuplé. 10, 12, 14 millions d'habitants. Des quartiers qui poussent comme des champignons. Des rivières étouffées par des plastiques. Des nuages de fumée noire au-dessus de décharges, contrôlés par des mafieux. Et pourtant, l'État est revenu. Il y a un président, un gouvernement, des gouverneurs, des budgets. Alors pourquoi rien ne change? Parce que dans cette République démocratique du Congo, une vérité s'est imposée silencieusement et de façon efficace. L'assainissement ne rapporte pas de voix, mais il rapporte de l'argent. Et donc, beaucoup d'argent. Et ceux qui devaient nettoyer ont appris à prospérer dans la crasse. Bienvenue dans l'ère des promesses creuses, chers amis. Préparez-vous à écouter des choses. 2001 et 2006, Joseph Kabila arrive, l'espoir puis les statu quo. Après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila hérite évidemment d'un pays en ruine, nous l'avons déjà dit ici sur ces panels, mais il bénéficie d'un capital de sympathie au début. Il est jeune, il parle de la paix, il reçoit l'aide internationale. 2002, l'accord de Sun City, fin officielle de la guerre. Les bailleurs reviennent. 2003, premier gouvernement de transition. Kinshasa reçoit des promesses d'aide pour l'assainissement. L'Union européenne envoie des fonds, Banque mondiale, des coopérations avec la Belgique, etc. Ce qui aurait pu être, ce qui devait se faire avec l'argent octroyé par la Belgique, l'Union européenne pour assainir Kinshasa. Il devait y avoir 300 achats de camions Berne. 300. Mais ce qui s'est passé, 60 camions achetés et 40 camions ont été revendus par erreur. On a dit par erreur. Au lieu de 300, on achète 60, on en vend 40. Ce qui était prévu, c'était la construction d'une décharge contrôlée à Maluku. Ce qui s'est passé, c'est une étude financée qui n'a jamais été appliquée. Ça ne s'est jamais fait. Ce qui devait se faire avec l'argent donné par l'Union européenne et d'autres institutions, la formation de 2000 agents municipaux, ce qui s'est passé,
300 ont été formés, ils n'ont pas été payés, ils ont démissionné, ils ont pris la tangente, ils sont fuis. Ce qui devait se faire avec l'argent donné par l'Union européenne, la Belgique et autres, le rétablissement de taxes d'assainissement, ce qui s'est passé, les taxes ont été collectées, mais ont disparu dans des comptes de la mairie. Volatilisés. Et donc, un ancien conseiller municipal dit ceci. On a reçu des fonds de l'Union européenne. On a reçu de l'argent de la Belgique. Beaucoup de fonds, mais chaque fois qu'on voulait acheter des camions, un cabinet proche du pouvoir proposait une commission. À la fin, on a acheté des épaves et personne n'est contrôlé, personne. Voici la première grande corruption structurée autour de déchets. Sous Joseph Kabila, le système s'est professionnalisé. Des sociétés écrans fictives vont remporter des appels d'offres pour la collecte de déchets. Des marchés de salubrité sont attribués à des proches du régime sans cahier des charges vérifiable. Ils reçoivent des marchés, on leur paye, mais ils ne récoltent rien. Les camions qui circulent encore sont souvent détournés pour les transports des marchandises privées, du sable, des briques, du carburant, etc. La fausse collecte, un camion sort du dépôt, fait semblant de passer dans les quartiers, décharge dans une rivière ou un terrain vague et répare au garage. Les bordereaux sont signés par un agent complice, l'argent public est payé, les ordures sont là et rien n'a bougé. Entre 2007 et 2001, c'est l'institutionnalisation du désastre. Le maire de Kinshasa devient une coquille vide, ou la mairie de Kinshasa devient une coquille vide. En 2007, le gouverneur de la ville est un homme politique sans compétences techniques. Il nomme des directeurs qui ne connaissent rien à la logistique de déchets. En 2008, la Banque mondiale suspend un financement de 50 millions de dollars pour l'assainissement, faute des contreparties locales. En 2009, une enquête parlementaire étouffée révèle que 80% du budget d'assainissement est allé dans des dépenses non justifiées. Et puis, va émerger ce qu'on appelle des barons des déchets. C'est une nouvelle génération qui naît. Ces barons ne sont plus de simples mafieux du quartier, ce sont des hommes d'affaires liés au pouvoir. Ils ont récupéré le marché. Ancien général, ils contrôlent des décharges de la périphérie, ils sont proches de la présidence. Vous avez des femmes politiques qui contrôlent des sociétés, des collectes avec des contrats municipaux et ils sont à la mairie ou bien ils sont au gouvernement. Vous avez également des jeunes, de jeunes opérateurs. Leur activité, c'est achat et ils vont revendre des plastiques et métaux. Le travail forcé d'enfants également. Et leur protection, ce sont des polices locales. Et donc, la mafia s'est démocratisée. Elle n'est plus un ennemi de l'État. Elle est devenue l'État elle-même, ou du moins une partie de ses rouages. Nettoyer Kinshasa reviendrait à couper les vivres des centaines de personnalités influentes. Et donc, il est hors des questions de nettoyer Kinshasa. Et si vous le faites, vous privez une part des marchés importantes aux mafieux et certains sont à la présidence. Entre 2012 et 2015, c'est la guerre de déchets plastiques, un tournant invisible que la plupart n'ont pas vu. Entre 2000 et 2015, Kinshasa passe de 6 à 12 millions d'habitants. Et surtout, la consommation de déchets d'eau explose. Estimation pour que vous compreniez. Les déchets ou les sachets produits par jour, leur estimation, en 2000, il y avait 1 million de déchets. Ces 1 million, 30% seulement étaient recyclés.
et 70% étaient abandonnés. En 2010, il y avait 5 millions de déchets. Et dans ces 5 millions de déchets, 10% seulement étaient recyclés et 90% de déchets étaient dans les caniveaux, des rivières, etc. En 2015, 10 millions de déchets, moins de 5% recyclés. Alors, pourquoi les plastiques changent tout, les amis? Puisqu'un déchet qui ne se dégrade pas, contrairement aux épluchures de manioc, les sachets plastiques restent en vie 100 ans. 100 ans. Ils bouchent les caniveaux, les pluies ne peuvent plus s'écouler, inondations meurtrières chaque année. Ils finissent dans le fleuve. Kinshasa déverse des milliers de tonnes de plastique dans le Congo, dans le fleuve Congo, jusqu'à l'océan. Ils sont intégrés ou ingérés par des animaux, les porcs, les chèvres, boissons évidemment, des poissons meurent ou contaminent la chaîne alimentaire. Et par voie des conséquences, alors essaie de baisser, ok. Par voie des conséquences, les amis, image aérienne d'une rivière quinoise, complètement bouchée par des déchets blancs. Chaque déchet a été bu en 5 minutes. Il mettra un siècle à disparaître. Vous achetez un sachet, vous le buvez en 5 minutes. Et quand vous le jetez, ce sachet va mettre 100 ans pour évidemment disparaître. Les amis, en 2013, c'est le débat sur l'interdiction des déchets plastiques. Une loi est proposée à l'Assemblée nationale pour interdire le déchet des moins de 50 microns. Et puis, les lobbying vont s'activer intensément. Lobbying des producteurs liés à des proches du pouvoir. Des milliers d'emplois étaient menacés. La loi est votée, mais jamais appliquée. Aujourd'hui encore, les sachets continuent d'être produits et jetés, puisque la loi a été votée, mais jamais ça a été appliqué. Ce qu'on doit retenir, à ce stade, Kinshasa produit plus de déchets plastiques par jour que certaines capitales européennes, sans aucune infrastructure de traitement. Et entre 2016 et 2018, c'est l'abandon total, et cet abandon est une stratégie. C'est la fin du deuxième mandat de Joseph Kabila. Tout est bloqué. 2016-2018 sont marqués par la crise politique, élections reportées, manifestations réprimées, l'assainissement disparaît complètement des radars de l'agenda politique. Puisque les budgets sont gelés, plus aucun paiement pour les collecteurs municipaux. Des grèves des boueurs, les rares camions qui roulaient s'arrêtent. Par voie des conséquences, la mafia en route libre, évidemment sans aucune surveillance, les barons étendent leur territoire, le désespoir des citoyens, les Quinois brûlent leurs déchets dans la rue, fumée toxique 24 heures sur 24. Et donc, selon une étude, seulement 3% de déchets de Kinshasa sont collectés officiellement. Le 97% finissent dans les caniveaux, les rivières, les décharges sauvages ou sont brûlés à l'air libre. En termes de taux de collecte de déchets, les amis, Kinshasa, en 2017, ne collecte que 3%. Le Nigeria, sa capitale, Lagos, collecte 40%. Nairobi, 45% des collectes. Dakar au Sénégal, 60%. Le Rwanda, 90%. Nous sommes à 3%. Alors Kinshasa est à ce moment-là la capitale africaine la plus mal gérée sur l'assainissement, pire que Mogadiscio en Somalie, au RCA, pourtant en guerre. Et la deuxième génération Kin Poubelle, qui sont nés entre 1995
et 2005, leur réalité quotidienne en 2015, c'est quoi? Ils ont 15 ans et 20 ans. Ils n'ont jamais vu un camion berne fonctionner. Ils ne l'ont jamais vu. Ils ne peuvent même pas en rêver. Ça ne peut pas être rêvé, puisqu'ils ne l'ont jamais vu. Ils vivent à côté de décharges. Et parfois, ils vivent dans le décharge. Ils fouillent les ordures pour survivre. Et ils prennent des métaux, ils récupèrent du plastique et parfois de la nourriture. Ils ne savent pas qu'une ville peut être propre. Ils sont nés dans l'insalubrité. Leur seul repère, c'est ce qu'ils voient à la télévision, à Paris, à New York, à Dubaï, etc. Un monde irréel pour eux. Ils ont honte parfois quand un étranger comme vous, les amis, comme vous, quand vous partez à Kinshasa et que vous vomissez devant des immondices. Et eux ont honte parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous vomissez devant des immondices. Les amis, ce n'est plus une anomalie, c'est le décor normal. Les immondices, ce n'est plus un problème. C'est tout simplement l'environnement du Quinois. Et un jeune de Kingabwa a dit ceci: mon père me dit qu'avant, c'était propre. Je ne le crois pas. Je pense qu'il ment pour me faire rêver. Ou alors, il confond avec une autre ville. Parce que moi, depuis que je suis né, c'est comme ça. Les ordures, c'est comme l'air. On respire avec, etc. On dort, on se réveille avec. Voici le bilan, les amis, de ce troisième chapitre. Ce qui a changé entre 2001 et 2018. Les taux de collecte avant 2001, qui ne négligeaient, c'était entre 10 et 15%. Et après 2018, il n'y a que 3% de collectés. Les camions qui fonctionnaient avant 2001, il y avait moins de 50 camions qui fonctionnaient. Et après 2018, plus ou moins 20 camions est souvent en panne. En termes de mafia, c'était une mafia émergente qui commençait à s'enraciner. Mais après 2018, la mafia s'est structurée. Et cette mafia, malheureusement, les amis, vous le verrez dans la suite, cette mafia est liée au pouvoir. Avant 2001, le plastique était peu présent, mais après 2018, massif partout, indestructible. Et la conscience collective ou la conscience citoyenne avant, la conscience était résignée avant 2001 et après 2018, la normalisation, voire certains sont devenus complices. Les enfants naissent dans la saleté avant 2001 et après 2018, ils naissent encore dans la saleté. Les discours politiques, évidemment, des discours, des promesses creuses, et après, c'est le silence complet. Et donc, en 2018, Kinshasa a changé de président. Félix Tshisekedi arrive avec un discours de rupture. Il promet une nouvelle dynastie, des infrastructures, de l'ordre. L'assainissement revient dans le discours, mais les mafias sont là depuis 2001. Les mafieux sont là et vous ne le voyez pas. Et même le média n'en parle pas parce que certains médias sont nourris, sont payés par ces mafieux qui détiennent de décharges. On n'en parle pas. Personne ne connaît. Mais la faute est reposée sur le bourgmestre, est reposée sur le président. Mais il y a ce qu'on appelle un état profond. Cet état profond préfère une capitale sale parce que ça profite à leur business. La mafia sont là, les habitudes sont ancrées, le déchet s'accumule. Évidemment, nous allons mettre en place pour comprendre entre 2018 et 2026, qu'est-ce qui s'est passé entre espoir médiatique et la réalité sur le terrain. Parce que la question
n'est plus de savoir si Kinshasa peut redevenir propre. La question est, qui a intérêt à ce qu'elle reste sale? C'est de ça que nous allons voir. Les amis, comprenez une seule chose. Vous avez compris que l'État n'était pas absent entre 2001 et 2018. L'État était bel et bien présent, mais l'État avait choisi de ne rien faire. Pire, l'État a organisé la prédation. Vous avez compris que la mafia de déchets n'est pas une bande de voyous. La mafia de déchets, ce sont les hommes d'affaires, ce sont des généraux, ce sont des politiciens entre 2001 et 2018. Vous avez compris également que l'explosion du plastique à usage unique a changé la nature du problème. On ne peut plus attendre que le déchet disparaisse. Vous avez compris également qu'une nouvelle génération est née pour qui la saleté est normale. Et donc, reconquérir Kinshasa, c'est d'abord reconquérir les mentalités, les esprits. Vous avez compris également que le problème n'est plus technique, c'est un problème de volonté politique et des rapports de force. Nettoyer Kinshasa dérangerait trop de monde, trop de personnes, trop de politiciens, trop d'hommes forts. Les amis, voici maintenant, entre 2018 et 2026, nous sommes sous l'ère Tshisekedi. Nos contenus sont toujours déposés sur YouTube, camarade Jean-Michel. Notre YouTube, c'est Analyste Coach Amos. Analyste Coach Amos est le nom de notre YouTube. Les amis, 2018, Kinshasa espère un nouveau président jeune, dynamique, moderne. Il parle de rupture, de l'état des droits, des infrastructures. Pour la première fois depuis 20 ans, un candidat prononce les mots assainissement dans ses discours. Pas une fois, 10 fois, 20 fois. Les Quinois retiennent leur souffle. Peut-être que cette fois, les camions reviendront. Peut-être que leurs enfants verront une ville propre. C'était il y a 8 ans. Et aujourd'hui, regardez autour de vous. Est-ce que vous avez des camions? Très peu. Les décharges sauvages, est-ce qu'ils sont toujours là? Oui. Contrôlés par qui? Vous l'avez compris. Les mafias, plus puissantes que jamais aujourd'hui. Que s'est-il passé? Comment un président populaire, avec une légitimité internationale, a-t-il échoué là où d'autres n'ont même pas essayé? Les autres n'ont même pas essayé. La réponse est simple. À Kinshasa, les amis, l'assainissement n'est pas un problème technique. C'est une guerre. L'assainissement est une guerre. Il faut déconstruire ce qu'on appelle l'état profond du déchet. Parce que lui tout seul, monsieur le président, il lui sera impossible parce qu'il y a tellement d'acteurs qui profitent véritablement de la saleté. C'est une guerre et dans cette guerre, l'ennemi est parfois celui qui est à côté du président. L'ennemi, c'est parfois celui qui est son chef de cabinet, mais qui ne se déclare pas. L'ennemi peut être celui-là qui est le chef d'état-major. Est-ce que le président le sait? Il ne le sait pas. Et donc, les ennemis sont partout autour de lui et qui mettent des bâtons Les amis, ce que le président découvre en prenant ses fonctions en 2018, il découvre des camions bernes fonctionnels, un budget d'assainissement, un budget de 0,2% du budget national contre 0,5% recommandé par l'ONU. Il trouve des camions fonctionnels.
les amis, si vous ne me protégez pas, ça va tout simplement couper. Donc, si vous n'êtes pas actif, si vous ne participez pas, si nous ne communions pas, les amis, ça va dysfonctionner. Donc, tapotez, partagez le live, envoyez des cadeaux dans le but de maintenir le live, tout simplement. De maintenir, de stabiliser le live. Sinon, ça fera des problèmes. Les amis, les agents municipaux formés, M. Félix en trouve 200 sur toute la ville et le 200 doivent servir 15 millions d'habitants. Alors, le décharge contrôlé, l'état des lieux, on trouve qu'il y a 0 décharge contrôlée par l'État. Les décharges contrôlées sont contrôlées par les mafieux. Les décharges sauvages, plus de 2000 répertoriés, 2000 décharges sauvages contrôlées par les barons, contrôlées par des hommes forts, contrôlées par des DG, contrôlées par ce que vous savez. Et le taux de collecte dans Kinshasa, 3%, identique à 2017. Et la mafia de déchets sont complètement implantés dans 80% des communes. Donc, un proche conseiller du président dit ceci. Quand Félix a vu le premier rapport sur Kinshasa, il n'en revenait pas. Il nous a dit, mais comment on a laissé faire ça? On a dû lui expliquer que ce n'était pas on, c'était un système. On n'a pas laissé faire pour dire on a abandonné, on a été dans une forme de faiblesse ou de paresse. En fait, c'est ça le business. On a laissé faire puisque c'est un système que certains autour de lui continuent d'alimenter autour de lui et que lui ne voit pas. Et donc, en mars 2019, Tshisekedi visite un quartier de Kinshasa. Il promet 500 camions Berne dans les 12 mois. Une promesse donnée. En septembre, lancement de Kinbopeto, la propriété à Kinshasa, une opération coup de poing médiatisée. La promesse de mars 2019. Et en décembre 2019, signature d'un accord avec la coopération turque pour la construction d'une décharge contrôlée à Maluku. Et puis vient le premier signal d'alarme. Les camions promis n'arrivent pas. Le 500 camions Berne n'arrive pas. Le Turc pose la première pierre, puis rien et rien. 2020 à 2021, la Covid et les détournements, l'assainissement a été oublié parce que quelque chose de pire est arrivé. La pandémie comme excuse. Mars 2020, confinement à Kinshasa, les déchets continuent de s'accumuler, mais plus personne ne parle d'assainissement de Kinshasa. Mai 2020, le gouvernement annonce un plan de relance 0 ligne pour l'assainissement, on n'en parle pas. Octobre 2020, une épidémie de choléra éclate dans plusieurs communes, Massina, Kimbaseke, Ndjili, lien direct avec de décharges sauvages, les liens, la corrélation, la cause directement avec le décharge sauvage et les eaux stagnantes. Personne n'est inquiété. On combat une maladie alors qu'à côté nous avons la cause de maladie qui est là. Alors, selon plusieurs rapports, dont celui de la Cour des comptes en 2022, 10 millions auraient été alloués à l'assainissement dans le cadre de la riposte Covid et 80% de ces fonds n'ont pas été justifiés. De déchets fictifs, des camions payés mais jamais livrés, des camions payés, jamais livrés, des contrats de désinfection attribués à des sociétés inexistantes. Un agent de la santé à Massina, on enterrait les morts du choléra le matin et l'après-midi, les enfants jouaient sur l'état d'ordure à côté.
J'ai demandé aux autorités de nettoyer. On m'a dit, pas de budget cause du Covid. Pourtant, je voyais des camions neufs devant la résidence du gouverneur. Les amis, 2021-2022, c'est la guerre des clans. Quand l'assainissement devient otage. Entre 2019 et 2024, Kinshasa a eu plusieurs gouverneurs, chacun avec ses allégeances. Nous avons eu Jantini Gobila, 2019-2022, proche de l'IDPS, achat de 50 camions, dont 20 fonctionnent encore. Lancement de Kinbo Peto, effet d'annonce que nous avons vu tout à l'heure. Et puis, d'autres sont passés entre 2022 et 2023. Blocage total, aucun budget débloqué. Et puis Daniel Bumba, renommé, 2024 à 2026, il est fidèle, promet un plan Marshall pour l'assainissement. Nous sommes là, nous sommes en train d'attendre. Les cas de Gentil Gobila, symbole de promesses non tenues. Ce qu'il a annoncé, Kinshasa sera propre en 2021. Ce qu'il a fait, 50 camions achetés, financement des lignes européennes, inauguration médiatique, puis plus rien. Cadavre. Ce qu'on dit dans le secret, certains de ces camions auraient été vendus à des opérateurs privés. Les 50 camions achetés par Jantini Gobila, certains de ces camions ont été vendus par des entreprises privées, d'autres rouleraient mais uniquement dans les quartiers riches de la Gombe et d'Ngalema. À ce stade, des amis, même les gouverneurs proches du pouvoir ne peuvent pas casser le système parce que le système le dépasse. Regardez bien ce monsieur qui est gouverneur aujourd'hui. Il est dépassé par les événements. Parce que les barons de déchets ont des protecteurs au sommet de l'État. Et ces barons de déchets, il peut être même celui qui est les conseillers proches du président. Dont le président ignore l'identité de déchets. Il peut être le directeur du cabinet du président. Et c'est lui qui agit en coulisses. Et c'est lui qui interdit certaines avancées. En 2023, l'enquête qui va fâcher, les noms qui circulent prudemment ici, les amis, c'est que les journalistes d'investigation ont découvert un réseau des collecteurs officiels qui ne collectent rien, mais facturent la ville chaque mois. Chaque mois, ils sont facturés, mais ne collectent rien. Des marchés publics triqués, les appels d'offres pour l'assainissement sont systématiquement remportés par des sociétés créées la veille. Des camions fantômes payés sur fonds publics, immatriculés, mais qui n'existent que sur le papier. Ils sont payés. Des décharges protégées, certaines décharges sauvages appartiennent à des personnalités politiques. Toutes les tentatives de les fermer sont automatiquement bloquées parce que c'est leur fonds de commerce. Voici quelques noms qui reviennent, qu'il faudra vérifier. Je le dis pour ne pas accuser quelqu'un, d'accord? Il faudra évidemment vérifier. Je ne donne que des exemples génériques. Un ex-ministre de l'Intérieur. Ces hommes contrôlent les décharges de l'Est de Kinshasa. Un ex-ministre de l'Intérieur, ces hommes contrôlent les décharges de l'Est de Kinshasa. Un général à la retraite est propriétaire d'une société de collecte qui a obtenu un marché de 5 millions sans cahier de charges. Vous avez également un proche conseiller du président de la République aurait reçu de redevances de la part de plusieurs barons de déchets. Donc, c'est lui qui protège ces barons de déchets. Ces noms sont évidemment des bombes. Si vous les citez, évidemment, il vous faudra apporter des preuves matérielles. Vous risquez d'aller à Makala. Et donc, je donne tout simplement des indications. Les amis, entre 2024
Et 2026, l'illusion du changement entre communication et réalité. Vous avez les centres de tri de Maluku, 2020, ok, leur état, terrain vague, c'est très vague, les centres de tri de Maluku. Vous avez une usine de recyclage de plastique, coopération avec la Chine, annonce en 2002, a été annoncée, mais cette usine n'a jamais été construite. Vous avez 500 camions de Berne, on a annoncé ça en 2023, 50 seulement sont arrivés et 10 circulent. Ça veut dire que l'argent est sorti pour 500 camions, 50 sont arrivés et probablement 40 ont été vendus. Alors, vous avez Kin Zéro Déchet, programme présidentiel 2024, aucun effet visible, rien de palpable, rien évidemment de consultable. Et puis la loi sur l'interdiction de sachets plastiques entre 2013 et 2022, toujours pas appliquée. Alors, ce qui a vraiment changé, peu de choses. Un peu plus de communication, tu sais qu'il parle de propriété dans ses discours, surtout avant les élections. Deuxième élément, quelques opérations coup de poing, des camions de l'armée ont nettoyé certains axes avant des visites officielles. Les ONG locales plus actives, certaines associations comme les Filimbu, les Loucha et autres organisent des nettoyages citoyens, mais sans lendemain. Une prise de conscience dans les quartiers, quelques communes de Gombe, Limete, ont mis en place des collectes privées payantes, 500 francs, 5000 francs par ménage pour ceux qui peuvent le payer. Et donc, plus le président parle d'assainissement, moins il se passe des choses sur le terrain, parce que ceux qui doivent l'appliquer sur le terrain, ce sont eux qui ont des acquaintances en intelligence avec les barons des déchets, et ce sont eux qui protègent ces personnes qui bénéficient de beaucoup d'argent dans ces différents déchetteries. Donc la communication sert là, mais matériellement les choses ne se réalisent pas. Alors, la troisième génération de Kin Poubelle qui sont nés après 2015. Leur réalité en 2016, ceux qui sont nés après 2005, ils ont 15 ans et 20 ans. Ils ne savent pas que Kinshasa a déjà été propre. Ils appellent la décharge les marchés. La décharge Kombonangwe commis marché. Parce qu'ils y achètent tout là-bas, des métaux, des bouteilles et parfois des chaussures, etc. Ils ont une espérance de vie réduite par rapport aux maladies respiratoires, fumée de déchets, typhoïde, choléra, paludisme, etc. Ils ne se projettent pas à Kinshasa, ils veulent tous partir. Ils veulent quitter la République, partir à Goma, à Lubumbashi, en Europe, ailleurs. Il faut partir de Kinshasa. Et certains rejoignent les mafias. C'est le seul moyen de gagner, évidemment, de l'argent, les amis. Et donc, un bilan du chapitre 4 pour qu'on ait une perspective en panorama, et puis on évolue. Le taux de collecte, situation en 2026, 4 à 5%, c'est léger. C'est un peu mieux, mais dérisoire. Des camions qui fonctionnent, plus ou moins 50, dont 20 réellement fonctionnels. La mafia, plus puissant qu'en 2008, infiltrée jusqu'à la présidence. Ils sont parfois des directeurs de cabinet. Ils sont parfois des conseillers proches qui se cachent, qui ne sont pas dénoncés non plus. En termes de plastique, plus de 10 millions de déchets jour, aucun recyclage industriel. Et la conscience collective, c'est une normalisation totale chez les jeunes. Ils sont nés là, ils ont grandi là. Pour eux, ils ne connaissent pas d'autres décors à part la télévision. L'Europe devient un rêve.
La télé est un rêve. Voilà pourquoi tous veulent quitter Kinshasa pour aller même au Maroc, pour aller même en Arabie Saoudite, aller là où c'est propre, là où l'air est pur. La volonté politique, une normalisation totale chez les jeunes fatigués, etc. Et cette volonté politique présente dans les discours, mais absente dans les actes, parce que ceux qui doivent l'appliquer ne les font pas. Parce que s'ils l'appliquent, ils vont perdre énormément de marchés. Et le véritable changement, il n'y a pas de changement. Les amis, une fois qu'on a compris ça, à la fin du chapitre 4, vous avez compris que Tshisekedi a hérité d'une situation catastrophique, mais il n'a pas su, ou il n'a pas voulu, ou il n'a pas su débloquer les situations. Parce que parler, si les exécutants ne font pas, alors rien ne se fera. La communication présidentielle a créé l'illusion du changement, mais sur le terrain, rien n'a bougé parce que c'est une mafia. Le mafieux de déchets sont désormais infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Les démantelés reviendraient à s'attaquer à des alliés politiques. C'est un peu comme, autrefois, faire arrêter Kamere, le détruire politiquement, cela était vu comme détruire un allié politique, parce que Kamere avait des députés. Détruire M. Bahati, malgré les preuves, Bahati a des députés, est un allié politique. Détruire Jean-Pierre Mbemba, parce que celui-ci aurait détourné l'argent de l'armée quand il fut hier ministre de la Défense, c'est un allié politique. Donc pour l'équilibre, vaut mieux le laisser et le transférer ailleurs, qui devienne ministre de Transport. Donc il y a des alliés politiques qui pèsent. Et quand ces alliés politiques pèsent, vous avez du mal à les déboulonner parce que sinon vous allez déstabiliser l'État. Vous comprenez? Sans réforme structurelle, vous êtes obligé de faire avec les barons de l'État, de Kamere, qui sont là dans l'ombre, de Bahati, vous avez de Jean-Pierre Mbemba, et bien d'autres noms que vous connaissez d'ailleurs. Ce sont des personnes qui apportent beaucoup en termes de députés. Vous voyez? Et donc, la question n'est plus technique, c'est une question de volonté politique et de courage. Personne n'a encore imprimé valablement cette volonté et ce courage. Voici maintenant les responsables, les amis. Ce chapitre va être différent un peu du précédent. Jusqu'ici, nous avons décrit des mécanismes. Maintenant, nous allons nommer des noms, non pas pour les condamner définitivement, ce n'est pas le rôle ici de coach Amos, mais pour montrer comment fonctionne en pratique le système qui transforme Kinshasa en désespoir. Chaque nom cité l'est sur la base, évidemment, des regroupements, des rapports d'audit, des témoignages anonymisés, des enquêtes journalistiques. Et si les faits sont avérés, la justice devra alors suivre. Alors, voici les marchés publics triqués entre 2019 et 2024. Plusieurs enquêtes, dont un rapport de l'Observatoire de la défense publique 2023, suggèrent que des appels d'offres pour l'achat des camions Berne ont été attribués de manière suspecte. Gentini Gobila, ex-gouverneur de Kinshasa, 2019-2022, un gouverneur aurait signé des contrats de gré à gré avec des sociétés écrans pour l'achat de 50 camions, dont ce qui lui est reproché, c'est quoi? Les amis, ce sont des rapports de l'inspection générale de finances, IGF, qui a mis ça en avant en 2021.
Et nous avons Jean-Claude M, pour ne pas citer son nom, Jean-Claude M, pseudonyme ex-directeur des cabinets de la mairie, directeur des cabinets, aurait perçu des commissions de 10 à 15% sur chaque marché d'assainissement. Plusieurs témoins, agents municipaux, les citent comme l'homme qui ouvrait les vannes. Donc ce sont des témoignages croisés des 4 anciens agents qui sont restés anonymes. Une société turque non identifiée, un fournisseur présumé, aurait encaissé 5 millions pour 50 camions Berne. Seulement 20 seraient arrivés et 10 rouleraient encore aujourd'hui, etc. 5 millions, les amis. Donc, ces faits n'ont pas été confirmés juridiquement ou judiciairement. Les personnes citées bénéficient de la présomption d'innocence et nous nous arrêtons là pour ces gens-là. Alors, à Kinshasa, chaque grande décharge a un maître. En voici quelques-uns, tels qu'ils sont décrits par des enquêtes de terrain, les ONG locales, Filimbu, en 2024. Vous avez les colonels, je donne les initiales pour ne pas citer des noms, JMK, c'est un ancien officier du FARDC, colonel RJMK, décharge de Ngabwa, il est évidemment le responsable de ces décharges. Il fait payer 5 000 à 10 000 francs par camion, déposant de gravats ou des déchets industriels protégés par son réseau militaire. Ce sont des témoignages d'une dizaine de personnes ou des camionnaires qui ont témoigné. Vous avez aussi mademoiselle FM, femme d'un ex-ministre, au niveau du quartier de Massina. Une des sociétés de collecte privées a obtenu un monopole d'effet sur plusieurs zones. Les ordures ne sont pas collectées, mais les factures sont payées par la mairie. Une enquête des parlementaires étouffée en 2022. Vous avez également le MBK, jeune opérateur lié à une famille politique. Lui, c'est la décharge de Ndjili. Il contrôle les tri informels du plastique et du métal, fait travailler des enfants mineurs sans aucune protection et révente à des exportateurs chinois. Reportage de Jeune Afrique 2023, non publié en RDC. Donc ces barons, ici, les amis, ne sont pas des hors-la-loi ordinaires. Ils sont intégrés au système. Certains payent des politiciens pour leur protection, d'autres sont d'anciens politiciens eux-mêmes. Ils contrôlent ces zones-là. Alors, les protecteurs au sommet de l'État, ceux qui ferment les yeux, le nom qui circule dans les rapports d'audit non publiés, selon plusieurs sources concordantes, anciens conseillers, rapports d'ONG, fuite de la Cour des comptes, certaines personnes très proches du pouvoir auraient bénéficié du système d'insalubrité. Les amis, l'ex-ministre de l'Intérieur que vous connaissez aurait protégé des barons de décharge en échange de financements politiques occultes. Vous avez un conseiller spécial du président entre 2019 et 2023. Il aurait recommandé certaines sociétés pour les marchés d'assainissement, sociétés qui n'ont jamais rendu des comptes. IGF l'a dénoncé en 2022. Vous avez également un général toujours en activité aujourd'hui, contrôlerait la logistique des camions Berne via des hommes de paille. Les camions de l'armée sont parfois utilisés pour les transports privés de déchets facturés par la ville. Donc, les amis, vous avez également la responsabilité d'autres personnes, puisqu'on ne peut pas tout mettre sous le dos des agents ou des grands. Il y a aussi des comportements quotidiens qui entretiennent le système. Les comportements, si vous jetez un déchet d'eau par terre, qui peut jeter ça? C'est un quinois, y compris ceux qui se plaignent de la saleté. Conséquence, on va normaliser l'ordure comme
étant un environnement normal. Si vous payez les collecteurs informels très peu pour qu'ils emportent les ordures dans la rivière, eh bien, qui le font? Ce sont des ménages aisés, des hommes qui ont de l'argent, ils paient des collecteurs et ces collecteurs vont renverser ces choses dans des rivières. Et par conséquence, ben, ça finance les systèmes parallèles. Tout simplement. Et si le comportement n'est pas payé la taxe d'assainissement, qui 80% de ménages, estimation, ne payent pas la taxe, évidemment, par voie des conséquences, prive la ville des ressources. Et donc, les citoyens quinois n'est pas coupable au même titre que les politiciens corrompus, mais il est acteur du système. Sans son geste quotidien, le décharge n'existerait pas, évidemment. Et puis les absents, ceux qui auraient dû agir et ne l'ont pas fait, les institutions qui ont failli à Kinshasa, les amis, la Cour des comptes a failli, les inspections générales de finances, le Parlement, le ministère de l'Environnement, la justice, l'impunité est totale. Personne n'a jamais été inquiété pour avoir détourné de l'argent destiné à nettoyer Kinshasa. C'est le message le plus fort, évidemment, cher ami. Pourquoi rien ne change? 3 verrous. Verrou 1, politique d'abord. Nettoyer Kinshasa déplairait à trop d'acteurs puissants. Les barons, les généraux, les conseillers. Le président lui-même est prisonnier dans ses réseaux. Il est prisonnier. Verrou numéro 2, c'est verrou économique. L'assainissement est un business juteux parce qu'il y a des détournements, il y a des pots de vin, des marchés fictifs. Personne n'a intérêt à ce qu'ils deviennent propres et transparents. Personne n'a intérêt à ce que la ville soit propre. Troisième verrou, alimental. 3 générations de Quinois sont nées dans la saleté. 3 générations de Quinois, les amis, Botami Nakati, il y a saleté. Et pour beaucoup, une ville propre est une utopie, c'est un rêve, pas un objectif. La question est simple. Et si Kinshasa était sale parce que quelqu'un a intérêt à ce qu'elle reste? Et si la saleté était une arme de gestion de foule? Une population qui lutte pour sa survie quotidienne, l'eau, les ordures, les maladies, n'a pas le temps de faire de la politique, de comprendre réellement ce qui se passe. Les amis, nous descendons vers la fin. Nous avons nommé sous condition les acteurs présumés. Nous avons montré le mécanisme. Nous avons désigné les verrous. Reste une question, la plus importante. Peut-on en sortir, camarades Chanty? Comment peut-on en sortir? Et si nous allons décliner quelque chose, un programme, une feuille de route, un cri, parce que Kinshasa mérite mieux que 30 ans d'abandon et ses habitants mieux que la résignation. Une fois qu'on a compris ça, les amis, alors nous allons expliquer comment nous pourrons en sortir dans quelques instants. Alors, les amis, pour quitter ce cauchemar, il faut d'abord déconstruire un rythme. Kinshasa est trop grand pour être propre. On va d'abord déconstruire cette pensée qui ne cadre pas avec la réalité. Tokyo, sa population, c'est 37 millions, la capitale. Au Japon, Tokyo, les taux de collecte de déchets est de 100% dans la capitale. Notre capitale, c'est 15 millions à 20 millions. Tokyo, c'est 37 millions. Les taux de collecte est de 100%. C'est que Tokyo a fait. Incinération, tri obligatoire, collecte quotidien.
Le Caire, en Égypte, c'est 22 millions d'habitants, 60% des taux de collecte. Et ce que l'Égypte a fait, secteur informel organisé, recyclage à grande échelle. Vous avez également le Nigeria, 24 millions d'habitants, 40% des collectes. Pourquoi? Des partenariats publics-privés, des charges sont contrôlés par l'État. Vous avez le Rwanda, 1 500 000. C'est vrai que c'est très très petit, très très bas par rapport aux autres. Mais le taux de collecte est de 90%. Le plus haut de l'Afrique, c'est que le Rwanda fait une volonté politique absolue, interdiction du plastique, nettoyage mensuel obligatoire. Et donc, la taille n'est pas un obstacle. L'absence de volonté politique, oui. Dire que Kinshasa est trop grand pour être propre, c'est dire que les Kinois sont trop nombreux pour mériter une ville digne. C'est faux. C'est insultant évidemment et c'est surtout une excuse de ceux qui ne veulent rien changer. Alors, le chantier numéro 1, aller politique, c'est d'abord casser les mafias et rétablir l'État. Il faut une volonté politique. Ça veut dire quoi? On commence par les audits publics intégral, tous les marchés d'assainissement depuis 2000, le nom, les montants, les sociétés, les livraisons, publication intégrale. Le coût estimé pour ce travail, c'est 2 millions de dollars et ça peut prendre 6 mois. Audit public intégral depuis 2000 jusqu'aujourd'hui. Deuxième élément, il faut des poursuites judiciaires. Des poursuites judiciaires, tous les cas de détournement présumés, pas d'immunité, commencer par les plus gros poissons. Si c'est Jean-Pierre Memba, il faut l'arrêter. Si c'est Kamere, il faut l'arrêter. Si c'est Bahati, il faut l'arrêter. Si c'est le président Félix lui-même, il faut l'arrêter. Les coûts, évidemment, pour ces poursuites judiciaires, le coût est de 5 millions de dollars, frais de justice compris. Et ça peut prendre 2 ans pour le faire. Troisième élément, c'est la suppression des collectes fictifs, annulation de tous les contrats avec les sociétés écrans. Il faut mettre en place de nouveaux appels d'offres. Et ça peut prendre 1 année. Les amis, des charges contrôlées uniquement. Les amis, des charges contrôlées uniquement. Et donc, construction d'une décharge moderne à Maluku ou en Sélé, avec centre de tri, enfouissement technique, captage, etc. Ça peut coûter entre 50 et 100 millions. Ça peut prendre 3 ans. Fermeture de décharges sauvages dont les barons et les mafieux profitent. Toutes, il faut les fermer sans exception avec force publique si nécessaire. S'il faut arrêter les choses, il faut les arrêter directement. Et ça peut prendre 10 millions de dollars. Indemnisation, force de l'ordre. Ça peut prendre 2 ans. Et donc, aujourd'hui, ces décisions ne peuvent pas être prises parce que ceux qui devraient le prendre sont les mêmes qui profitent du système. Les amis. Le paradoxe ici, c'est quoi? Il faudrait un gouverneur de Kinshasa qui n'ait aucun lien avec les réseaux locaux. Un gouverneur de Kinshasa qui n'a aucun lien, proximité, aucun lien de parenté, aucune relation avec les barreaux. Nous avons eu M. Kamere qui avait défendu Matata Mponyo. Nous avons Kamere qui avait défendu M. Kazadi. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent. Mais comme M.
Constant Moutamba n'avait pas de rapport avec tous ces gens-là, il a voulu tous les défenestrer, il a voulu tous le mettre KO, ils se sont ligués contre lui, ils l'ont fait tomber. Mais si le président l'avait soutenu, monsieur Constant Moutamba serait toujours là. Mais la paix politique allait en prendre un coup. Nous étions en pleine guerre. Le président a préféré la paix politique, la préservation de ses alliés politiques parce que le président a besoin de ses députés. Vous comprenez un peu le jeu de la RDC? Donc, un gouverneur de Kinshasa qui n'ait aucun lien avec les réseaux locaux, un technocrate, un militaire intégré ou une personnalité extérieure, un diplomate universitaire mandaté pour 5 ans avec le plein pouvoir sur l'assainissement et la personne en question doit être protégée. Puisque on sait qu'il faudra poursuivre des gens. Les dossiers sont prêts, dira quelqu'un, proche du système, mais chaque fois qu'on veut le sortir, ces dossiers, un appel téléphonique tombe, pas maintenant, pas tout de suite, attendez les élections. C'est un allié, on ne va pas les bousculer les amis, on attend encore. Et ça fait 30 ans qu'on dit, pas maintenant, après les élections, pas maintenant, après les élections, parce que nous avons besoin de ces députés. C'est un agent de l'IGF qui a dit ça. Chantier numéro 2, aller social, organiser le secteur informel au lieu de le subir. L'erreur à ne pas commettre, criminaliser les collecteurs informels et les creuseurs de décharges. Ils sont des victimes du système, ils ne sont pas des responsables. Ce qu'il faut faire concrètement, recensement de tous les collecteurs informels, il va falloir les identifier, les enregistrer, leur donner un statut légal. Ça peut prendre entre 50 000 personnes environ. Il faut des formations pour ces gens-là. Il faut des gants, il faut des masques, il faut des charrettes, il faut des bacs et des trucs, etc. La protection, la dignité et l'efficacité comme conséquence. Il faut des coopératives de recyclage, regrouper les collecteurs en coopératives par quartier avec un point de vente central pour les plastiques, pour le métal et pour le verre. Et ces gens auront des revenus stables. Ils sortiront de l'illégalité. Et il y aura des taxes, évidemment, de recyclage payées par les producteurs. Chaque importateur des bouteilles, des sachets, des canettes paye une taxe qui finance les coopératives. Et comme conséquence, c'est un modèle qui est déjà approuvé en Allemagne, au Sénégal. À Kinshasa, les collecteurs informels font déjà le travail. Ils trient, ils récupèrent, ils recyclent à leur manière. L'État doit arrêter de les ignorer pour les organiser. C'est moins cher que d'importer des camions allemands. Moins cher que d'importer les camions allemands, les amis. On vous sent un peu doux avec Félix. Non, je ne reviendrai pas dessus puisque j'ai expliqué que lui-même, personnellement, n'a pas intérêt à faire ça. Lui n'a pas intérêt à le faire. N'a pas intérêt à faire partie de barons de déchets. Ce n'est pas son niveau. Lui, c'est le président. Le niveau du président, c'est plutôt les carrés miniers. Vous voyez, s'il faut se projeter. Le niveau du président, c'est le diamant. C'est le bloc pétrolier. C'est des contrats avec des grandes entreprises chinoises. C'est là où on peut trouver Félix. Et c'est là qu'on trouve d'ailleurs tous les présidents qui ont de minerais sous leur sol. Vous partez au Congo-Brazza, vous partez au Gabon, vous partez en Angola. Le président ne s'émisse pas dans les affaires internes concernant l'argent. Ok? On s'adresse ici à des personnes qui sont à la présidence, à des personnes qui sont des ministres, à des personnes qui ont travaillé avec Kabila depuis 2001 jusqu'à 2018.
Ok, 80% d'eux sont au pouvoir aujourd'hui, les amis. Vous comprenez? Chantier numéro 3, c'est la mentalité. Reconstruire une conscience collective. C'est le plus difficile, mais le plus important ici. Les camions, les décharges, les lois, rien ne tiendra si la tête des Quinois n'a pas changé. Ok? Et donc, tout ce qui peut être inauguré, mon cher, si c'est inauguré, mais matériellement rien ne fonctionne, ça ne servira à rien. Ok? Vous pouvez inaugurer des bâtiments, tout ce que vous voulez, mais si fonctionnellement, matériellement, les choses ne fonctionnent pas, ça ne sert à rien de construire des choses parce que ça sera détourné. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Les amis, je pense que j'ai tout donné. Les écoles, les médias doivent participer, il doit y avoir des sanctions sociales. Voilà, donc un retour un peu vers les années 60 et 70, faire émerger une fierté nationale, une fierté de la capitale, que les gens se sentent véritablement impliqués dans l'exercice d'assainissement de notre capitale. Et là, je le dis, je le répète, s'il n'y a pas une volonté politique, je pense que la volonté politique, pour ma part, je pense que ça viendra après le changement de la Constitution. Si c'est ce que je pense, si Félix resterait au pouvoir et qu'il n'y aurait que 4 partis ou 3 partis en RDC, donc un parti pourrait avoir une majorité pleinement au niveau des députés. Et si un parti, je ne parle pas des rassemblements, des associations de malfaiteurs, où dans un parlement, vous avez 150 partis, et il faut que le président, après avoir été élu, envoie quelqu'un pour aller chercher la majorité parmi des hyènes, des loups, des mercenaires, etc., qui ne cherchent que des postes, etc., etc. Ça, ce n'est pas une majorité. Ça, ce n'est pas une majorité. Je savais que vous étiez invendu. Je suis invendu parce que j'ai une autre vision que vous. D'accord. Je suis invendu parce que je ne pense pas comme vous. D'accord. Alors oui, je suis invendu. Je suis invendu parce que je ne regarde pas dans la même direction que vous.